Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur RTI 1 et c'est l'heure de l'une des plus belles matinales d'Afrique Matin Bonheur. On est ensemble. Bonjour Alix. Bonjour Ancheval, bonjour chers téléspectateurs. Bienvenue effectivement à ce que l'on appelle la matinale de RTI 1, mais qui est la matinale de la Côte d'Ivoire, il faut le dire. Alors nous sommes très heureux d'être en votre compagnie pour ce quatrième jour de la semaine. Pardon. Ah, il faut que janvier se termine rapidement. Alors bienvenue à tous une fois de plus. Et puis nous on part rapidement pour vous donner l'atmosphère du moment. Et puis Régis Kofi vous reçoit pour ses premières notes d'information. Attention, coronavirus. Protégeons-nous, protégeons les autres. Stoppons la propagation du coronavirus. Soyons disciplinés et adoptons les mesures de prévention recommandées par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique et l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Se laver régulièrement et correctement les mains avec de l'eau et du savon. Ou utiliser une solution hydroalcoolique. Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir à usage unique. Le jeter après chaque utilisation. Saluer sans se serrer la main. Éviter les accolades et les embrassades. Protégeons-nous. Protégeons les autres. Ensemble, stoppons la propagation du coronavirus. Ceci est un message de l'État de Côte d'Ivoire. Ensemble, nous avons partagé de bons moments. Nous avons ri aux éclats. Nous avons débattu sur de grands sujets. Nous avons fêté nos naissances. Nous avons soutenu nos malades. Nous avons pleuré nos disparus. Ensemble, nous avons traversé 2020. Maintenant, il est temps. En 2021, plus que jamais ensemble. Armés de nos valeurs et de notre détermination, nous serons encore plus forts. Nous travaillerons encore plus dur. Nous chanterons encore plus haut. Nous nous surpasserons à chaque instant. Et nous célébrerons encore plus de victoires. En 2021, ensemble, nous irons encore plus loin. Bonjour. Les régions du littoral et du sud forestier observeront du brouillard ou de la brume humide en début de matinée. Le temps y sera progressivement ensoleillé et le nord et la bande centrale seront sous l'influence des vents d'harmattan avec une réduction de la visibilité par la brume sèche, notamment au nord-ouest. Passons aux températures. Le mercure affichera 26 degrés à Abidjan, 24 à Adiaké et Bondoukou, 23 degrés à Boaké, 24 à Daloa et Dimbokro. Pareil pour la ville de Gagnoa, 21 degrés à Korogo, 22 à Mauve, 19 degrés à Odiende, 25 degrés à San Pedro, 24 à Sassandra et Tabou et enfin 23 degrés à Yamoussoukro.
L'après-midi, les vents de l'Harmattan se renforceront sur les régions du nord et de la bande centrale, où l'on observera un temps chaud et sec avec réduction de la visibilité par la brume sèche. Dans les régions forestières et littorales, on aura des intrusions d'air sec au cours de cette période. Toutefois, quelques denses nuages se signaleront en fin d'après-midi avec de faibles averses de pluie et des possibilités d'orages isolés. Passons en température, le mercure affichera 31 degrés à Abidjan, 32 à Adiaké, 35 degrés à Bodoukou, 34 à Boaké, 33 degrés à Daloa, 35 à Dimbokro, 33 degrés à Gagnoa, 36 degrés à Korogo, 33 degrés à Mans, 36 à Odiéné, 32 degrés à San Pedro, 31 à Sassandra, 30 degrés la minimale à Tabou et enfin 34 degrés à Yamoussoukro. Merci de nous avoir suivis, très belle journée à toutes et à tous. Bonjour à tous. Dès cette semaine, arrivée des doses de vaccins contre le coronavirus en Côte d'Ivoire. C'est ce qu'a annoncé Sili Tiemoko Touré, le porte-parole du gouvernement, à l'issue du Conseil des ministres de ce mercredi. Plusieurs autres décisions prises au cours de cette rencontre, telles que le recrutement à la fonction publique des personnes en situation de handicap, également la suspension de la hausse des prix de l'huile de palme raffinée et de la farine boulangère. On écoute le porte-parole du gouvernement. Au titre du ministère du Commerce et de l'Industrie, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté une communication relative à la suspension de la hausse des prix de l'huile de palme raffinée et de la farine boulangère. Dans le cadre du suivi régulier des prix opérés par les services compétents du ministère en charge du commerce, il a été donné de constater une hausse des prix de vente de l'huile de palme raffinée et de la farine boulangère sur les marchés. Selon les informations recueillies et des rencontres avec les organisations professionnelles des filières concernées, il apparaît que cette situation est due à la tendance haussière des cours mondiaux de l'huile de palme brute et du blé en raison de la forte baisse de la production mondiale de ces différents produits. En ce qui concerne l'huile de palme, la situation actuelle du marché des huiles est caractérisée par une accélération de la hausse des cours des huiles constatée depuis le mois de novembre 2020. Concernant le blé, les prévisions du premier trimestre 2021 laissent également envisager une tendance à la hausse des cours mondiaux. Face à ces perturbations qui fragilisent le pouvoir d'achat des ménages qui sont déjà affectés par les effets de la COVID-19, le Conseil a entériné les mesures ci-après arrêtées d'un commun accord avec les acteurs filières blé-farine et huile de palme. 1. La suspension des hausses de prix de l'huile de palme raffinée intervenues en ce mois de janvier 2021 et les prix en vigueur demeurent en conséquence ceux appliqués au 31 décembre 2020. 2. Le gel des prix du sac de 50 kg de la farine boulangère de type 55. Le prix demeure donc à 19 000 francs CFA maximum. Aussi, 2 comités techniques composés des représentants du gouvernement et des filières concernées ont été mis en place afin de poursuivre les concertations en vue de préserver le pouvoir d'achat des populations et d'assurer la pérennité des activités des industriels. Il y a 32 ans, Roger Fulgence-Cassi raccrochait définitivement le micro. La radiodiffusion-télévision ivoirienne RTI venait de perdre une icône qui a contribué à promouvoir de nombreux artistes ivoiriens à travers plusieurs émissions, notamment Superstar Station, Nandjele, Djambori, Tremplin, Podium ou encore Première Chance. Franck Quadio revient sur son parcours. Wow, comment ça va? C'est la vidéo qui illustre bien l'homme. De l'ombre à la lumière,
et l'étincelle jaillit, on aurait pu dire une étoile filante. En Côte d'Ivoire, Roger Edmond Fulgence Kassi incarnait si bien la télévision. Tant qu'il y aura des hommes et des femmes sensibles à la chose musicale et capables d'apprécier un bon chanteur et une belle orchestration musicale, Podium vivra, 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 vivra. L'homme né le 16 novembre 1955 à Tomodi dans le centre du pays. C'est en 1977 qu'il fait son entrée et ses premières armes à la télévision ivoirienne. Quelqu'un pour te parrainer comme parrain, tu penses à qui? Aïcha Kone. Aïcha Kone? Oui. Je vous signale, amis téléspectateurs, que vous pouvez éventuellement contacter nos premières chances d'aujourd'hui. RFK, comme on l'appelait affectueusement, aimait à côtoyer l'excellence. Ancien du collège municipal de Boaké, il est l'un des meilleurs élèves du studio-école de la RTI en 1975, sous la férule des dévanciers tels Clémentine Tikida ou Georges Keïta. Du gouvernement de défendre aussi bien notre cause. Voilà, nous étions au domicile de M. Laurent Donafologo, Georges Benson, et nous sommes vraiment ravis. Audace, culot et innovation, trois termes qui le caractérisent si bien. Bon, alors ce que je voudrais... Tu vas tenir le micro, tu veux? Je vous en prie. Bon dimanche, Superstar Station pour les clips vidéo, Jamboree pour l'aspect live, Première chance en 1981, Nangeli en 1984, Portrait d'artiste, RFK Show, que d'émissions, mais surtout Tremplin en 1976, qui servira de terreau à Podium, l'émission qui favorisera comme première chance l'éclosion de bien de talents. RFK était aussi un artiste accompli qui n'hésitait pas à tutoyer le chant et les instruments de musique. Et d'autre part, une télévision. 1988, Roger Fulgence Kassi ressent les premiers signes de l'immense fatigue qui le lâchera difficilement. Octobre 88, une légère embellie, puis la rechute. 20 janvier 1989. Sa dernière demeure, Kokumbo, son village, Roger Edmond Fulgence Kassi s'en est allé à l'âge de 33 ans. Il était une fois Roger Fulgence Kassi. C'est ici que prend fin cette édition. Merci à toutes et à tous de votre attention. Merci beaucoup à Régis Kofi pour le flash sur RTI 1 dans Matin Bonheur et surtout merci pour ce bel hommage rendu à Roger Fulgence Kassi, qui fait partie de ces hommes-là qui ont eu à dresser, on va dire, à déblayer le chemin pour d'autres générations et des générations, même pour nous aussi et pour celles qui viendront juste après nous. En tout cas, c'est une grande source d'inspiration pour les plus jeunes et pour les plus anciens qui étaient à ses côtés. Nous puisons avec eux encore aussi nos envies et nos élans de pouvoir marcher dans ses pas et pourquoi pas frotter aussi des carrières à l'instar de la sienne. Alors nous, pour pouvoir arriver à atteindre nos objectifs, il faut rester en forme, c'est ça le préalable. Nous aussi, nous voulons que vous soyez en forme et tous les jours à Matin Bonheur, on fait notre part au travers du fitness. Va changer tout doucement de côté. Permanente de l'institution, à moins de 2 mois des élections législatives. À noter qu'Henriette Lagou a été remplacée à ce poste par Soumaïla Doumbia, dit Doumbia Major. Et lequel départ d'Henriette Lagou de la CEI chez l'intelligent d'Abidjan a voulu en savoir plus sur le sujet. Tout à fait, et pour cela, le confrère a contacté l'intéressée et à la question de savoir pourquoi elle a démissionné de la CEI, elle a déclaré « On n'a pas droit à la parole ». Ce droit à la parole dont parle celle qu'il est convenu désormais d'appeler l'ex-deuxième secrétaire permanente de la CEI, c'est celui du secret imposé aux membres de la CEI pendant et après leur passage au sein de l'institution. Allez, on reste toujours dans cette institution et on s'intéresse maintenant à 2 autres commissaires centraux. Il s'agit de M. Alain Dogou et Yapo Yapi qui siègent au sein de l'institution pour le compte de l'opposition. Ces 2 commissaires qui s'étaient retirés de la CEI à la faveur du boycott de la présidentielle du 31 octobre dernier lancé par l'opposition effectuent leur grand retour. Selon Soir Info qui cite le porte-parole de la commission électorale indépendante, leur réintégration a été acceptée au sein de l'institution. Néanmoins, ils ont écopé de lourdes sanctions.
Et parlons santé. À présent, lutte contre la Covid-19, l'État décaisse 180 milliards de francs CFA et le gouvernement l'a annoncé. Oui, l'annonce a été faite hier par le porte-parole du gouvernement au sorti du Conseil des ministres, Sidi Touré. Selon Sidi Touré, qui est cité par le Patriote, cette enveloppe va servir à soutenir les personnes et entreprises qui ont été impactées par la pandémie. Autre information livrée par le ministre de la Communication, c'est celle relative à 100 000 doses de vaccins contre la Covid-19 qui seront disponibles en Côte d'Ivoire à la mi-février. Et on rallonge le même sujet et pour parler, bien sûr, des décisions du Conseil des ministres. Oui, on s'intéresse à ce sujet relatif à l'augmentation des prix de l'huile et du pain, augmentation qui ont été suspendues par le gouvernement afin de soutenir les ménages déjà fragilisés par les effets de la Covid-19. Plus de précision dans l'expression. Et nous changeons de sujet. Défection des proches de l'ex-président de l'Assemblée nationale, l'Inter, donne les raisons. Oui, et le quotidien qui va au-delà de l'info livre les raisons de la profonde saignée que connaît le camp Soro-Guillaume. En croire le confrère, tous ces lieutenants qui l'ont quitté auraient des griefs contre le député de Ferké. Et donc, pour tout savoir sur la vague de départ qui frappe le groupement, le mouvement politique, groupement et peuple solidaire, il faut lire l'Inter de ce jour. Sport et infrastructure en même temps. L'entrée principale du Palais des Sports de Treichville a été démolie hier. Oui, l'entrée principale de ce temple du sport a été démolie par un conteneur frigorifique dont le conducteur qui venait décharger des marchandises en face du complexe sportif a raté sa manœuvre. À part la devanture de l'enceinte sportive qui a été détruite, on ne compte ni blessés ni perte en vies humaines. Oula. Fort heureusement. Mauvaise manœuvre et... Il va falloir assumer ses actes. Pour parler comme les Ivoiriens. Oui, mauvaise manœuvre et c'est gâté. Mais on va vite faire. Je pense que l'annonce a été donnée. Oui, l'Office national des sports est déjà en branle pour réparer la demande. Oui, il faut parce que c'est un lieu qui est très utilisé pour la pratique sportive. Mythique et mythique. Mais il faut dire aussi qu'il y a tellement d'entreprises devant l'enceinte de l'établissement que ce genre d'incident était à prévoir, quoi. Tout à fait. Il y a plein de dépôts de marchandises qui sont là. Donc, comme on l'a dit, c'est pendant qu'il est en train de faire sa manœuvre, pour essayer de décharger des marchandises que c'est arrivé. Et il faut réfléchir à cette nouvelle réorientation, organisation aux alentours du parc des sports. Bien sûr. Que pareille situation ne se reproduise. Tout à fait. Il n'y avait pas d'activité sportive. Donc, ça aurait pu être plus grave, c'est vrai. Merci à vous, Renaud. On se revoit demain. C'est pas férié? À demain. À demain. Merci pour la précision. Ouais. Pourquoi la précision? On se voit demain ici pour nos téléspectateurs. À demain, Renaud. Bonne journée. Et nous, on marque une petite pause pour parler justement de vous, chers téléspectateurs, et en savoir davantage sur vos pratiques du matin. C'est le rituel matinal. Shalom à toute l'équipe de Matin Bonheur. Je suis J.C. Mondi, la Mondi. Écoute-moi, quand je me lève matin, je prends le soin de dire merci God. Merci God, merci God, pour son amour, la nuit et tout le temps, pour ma famille, ma femme et mes 2 enfants. J'aide ma femme à occuper des enfants pour l'école après avoir pris le petit déjeuner. Assis devant la télé, je prends l'info. Après, je vais à mes occupations. Shalom à toute l'équipe de Matin Bonheur. Matin Bonheur, c'était J.C. Mondi, la Mondi. Vous avez dit rituel matinal. Et bien voilà, tout en chanson. Pour montrer bien comment la journée pourrait commencer. Ça pourrait commencer aussi avec de la musique, comme il a eu à le faire, ça détend et tout. Moi, j'ai surkiffé, franchement, à reproduire. Si vous vous sentez l'âme d'un chanteur comme ça, pour nous compter vos matins, mais pourquoi pas? Nous sommes preneurs. Avec une voix qui nous rappelle quelqu'un. Ah oui, c'est vraiment très inspiré de Onel Mala, pour ne pas le citer. Oui. Alors, nous, on passe maintenant à nos premiers échanges avec Monsieur Tidiane Ouattara, qui est déjà installé sur ce plateau. On parle avec lui on va dire, de la science spatiale et le pilier qu'il pourrait être dans le développement socio-économique des nations. Alors, on le reçoit juste après le jingle, bien sûr.
Alors, M. Tidiane Ouattara, expert en sciences spatiales, coordonnateur du programme GMES et Afrique, les sciences spatiales, piliers du développement socio-économique. Bonjour, bienvenue, M. Ouattara. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. M. Ouattara. Bienvenue sur le plateau de Matin Bonheur. Alors, le sujet, il est structuré, hein, on a envie de dire, et puis peut-être même un peu lointain de l'imaginaire populaire, mais on va essayer de pénétrer là-dedans et puis vous suivre et déjà savoir comment peut-on définir la science spatiale? Encore une fois, merci beaucoup et pour l'opportunité que vous nous donnez de parler des sciences spatiales durant notre bref séjour au pays. Les sciences spatiales ne sont rien d'autre que notre vécu quotidien. Aujourd'hui, les compatriotes ivoiriens nous voient grâce à la science spatiale. La télécommunication par satellite, c'est grâce à la science spatiale. Donc, les cellulaires, le GPS, je pourrais en citer tant d'autres. Mais sachez que les sciences spatiales sont au cœur, ce n'est pas du futurisme, hein, c'est actuellement au cœur du développement économique, socio-économique de tous les pays. Quand nous parlons des sciences spatiales, nous parlons du savoir-faire, des technologies qui utilisent l'espace pour non seulement acquérir les données, les informations, mais pour les traiter, les restituer et les utiliser dépendamment du service dont on a besoin. Alors, l'importance de ce qui fait partie de notre quotidien, ces sciences spatiales. Oui, son importance est non seulement critique, mais vitale. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus rien faire sans le virtuel. La maladie du Covid-19 nous démontre aujourd'hui l'utilité des sciences spatiales. Toutes les réunions qu'on fait à distance, c'est grâce aux satellites des télécommunications. Nous avons aussi les satellites de l'observation de la Terre qui fournissent des informations sur notre vécu, notre environnement. Nous avons aussi le GPS qui aujourd'hui nous permet d'être libres. On va dans une ville, on n'a pas besoin forcément de traîner les cartes comme à l'époque. Et les grands restaurants, les grandes infrastructures, nous pouvons facilement y avoir accès grâce au GPS. C'est de la science spatiale. Alors, son importance ou son utilité est avérée, n'est plus à prouver. Maintenant, son poids au sein de l'économie des nations, comment pourrait-on le mesurer véritablement? Une très très bonne question, très pertinente d'ailleurs. Voyez-vous, il y a une étude récente qui vient de sortir. Ça a été publié par une revue qu'on appelle Space in Africa. Nous parlons en milliards de dollars. Il s'agissait de 7 milliards de dollars, les retombées des sciences spatiales en Afrique. Alors, lorsqu'on prend le Canada, où nous avons eu la chance de faire toute notre carrière, les États-Unis et puis la France, c'est carrément toute l'économie. Je vous dis, toute l'économie qui en dépend. Donc, le e-commerce dont on parle, toutes sortes de développement économique aujourd'hui. Alors, en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, parce que les Ivoiriens aimeraient savoir pour eux. Tout à fait. L'agriculture aujourd'hui, je vais vous donner un exemple. Dans les pays développés, on fait de la prévision et estimation agricole. Ça veut dire quoi? L'exemple de la Côte d'Ivoire, le café, le cacao. Vous savez qu'une fois produit, le café, le cacao, on se retrouve sur le marché mondial. Donc, il y a aussi une bataille à mener. Lorsque les économistes connaissent le comportement du marché, en sachant la tendance dans les 5 années à venir, parce que les sciences spatiales permettent de faire de la prévision, le pays peut soit s'endetter, soit ne pas s'endetter, parce que le pays connaît déjà, dans 5 ans, qu'est-ce qu'elle va... L'anticipation des actions. Et des actions. Donc, au Canada, c'est ce qu'il faut pour le blé, aux États-Unis, la même chose. En ce qui concerne la pêche, aujourd'hui, les sciences spatiales permettent de localiser les bancs des poissons, c'est-à-dire que le navire ne se promène plus n'importe où. En ce qui concerne la sécurité, et l'économie dépend de la sécurité, de la stabilité d'un pays, les sciences spatiales permettent de connaître le positionnement et le mouvement d'un individu, d'un objet et d'un événement. Je vous donnerai l'exemple aussi des inondations. Abidjan a fait face à l'inondation. Mais ce n'est pas une fatalité. On peut réduire les impacts de l'inondation en faisant ce qu'on appelle la connaissance de l'état des lieux, mais aussi de développer des scénarios décisionnels
il ne s'agit pas de la météorologie seulement. La météorologie ne vous dit que la quantité de pluie qui va tomber, le rythme, la fréquence. Mais ça tombe où? Ça impacte où? Donc la gestion des catastrophes naturelles, le Probo-Koala par exemple, c'est un exemple. Oui. L'État avec les sciences spatiales aurait pu savoir non seulement la zone de déversement, mais le rayon d'impact et aussi les populations touchées pour anticiper comment dédommager ceux qui sont impactés, comment éviter que ceux qui ne sont pas impactés viennent réclamer qu'ils sont impactés. Voyez-vous, c'est ce que dans les pays dans les pays développés, on utilise pour la programmation, la planification et la gestion du pays, des villes, etc., etc. Alors, dans votre réponse, vous avez aussi évoqué les difficultés que rencontrent les sciences spatiales, surtout chez nous en Côte d'Ivoire. On va rester dans notre continent, on va rester dans notre pays. Comment concrètement se portent les sciences spatiales en Côte d'Ivoire? Je dirais que les sciences spatiales en Côte d'Ivoire sont un peu éparpillées. Elles se font, mais vous avez par exemple l'observation de la Terre, qui est le satellite qui permet de prendre l'information. Il y a une institution, deux institutions qui s'en occupent. Ça, c'est bien. Mais est-ce qu'il y a une coordination? Bon, ça, c'est des questions à poser. Au niveau national, est-ce qu'on tire profit au maximal de cette science? Ça, c'est des questions que nous discutons. Mais en ce qui concerne la communication par satellite, il y a effectivement des institutions de télécommunications. Mais est-ce que nous tirons pleinement le profit du potentiel des satellites de télécommunications? Le GPS, on l'utilise comme ça. Il y a peut-être des institutions qui s'en occupent. Je dirais qu'en Côte d'Ivoire, le besoin, c'est d'avoir, par exemple, une gouvernance forte pour permettre à tirer profit de l'investissement de l'État, parce que l'État ivoirien investit. Et donc, il s'agirait peut-être de mieux organiser. Et en tant que responsable du programme spatial africain, c'est ce que nous faisons dans tous les pays. Et nous donnons l'opportunité aux pays d'acquérir ce savoir-faire, que ce soit au niveau politique, stratégique, programmatique et même la mobilisation des ressources. Tout à fait. Et c'est tellement intéressant ce que vous nous dites que nous allons marquer une toute petite pause publicitaire et puis on reviendra sur le même sujet avec vous. Merci. À tout de suite. Merci. D'accord, on reste sur le plateau avec vous, il n'y a pas de souci. On nous dit qu'on peut poursuivre. Moi, j'ai envie de vous poser la question de savoir, parce que là, vous avez utilisé il y a quelques instants le conditionnel. L'État aurait pu anticiper, par exemple, sur les inondations. Et dans le prolongement de la question de Thierry, c'est dire qu'on n'a pratiquement pas, on va dire, de structures qui prennent à bras le corps cette science-là ici pour la gestion de la cité. Ou qu'est-ce qui se passe? Okay. La carence se trouve où? C'est une très belle question aussi. Vous avez des questions très pertinentes. L'état des structures qui s'occupent de l'inondation, mon point n'était pas là. Mais est-ce que nous tirons profit des sciences spatiales pour que ces institutions... Oui, moi je veux couvrir tout le territoire, effectivement. Voilà. Et je dirais que la Côte d'Ivoire, comme beaucoup d'autres pays, cette science, elle est relativement nouvelle. Parce que les pays embrassent cette science en se donnant des institutions fortes. Par exemple, au Gabon, nous avons pu voir la création de l'Agence spatiale gabonaise. Au Ghana, à côté, nous avons l'Agence spatiale ghanéenne, l'Éthiopie. Donc les pays rentrent. Et nous, c'est ce que nous souhaitons pour la Côte d'Ivoire, avoir une institution forte qui dépend du gouvernement et qui va vraiment permettre de déployer l'arsenal dans ce domaine-là. Je l'ai dit et je le redis, il y a des institutions qui font des bribes. Et l'État déjà investi, parce que ce sont des fonctionnaires pour la plupart. Donc l'État déjà investit là-dedans. Ce que nous nous disons, l'État pourrait éventuellement intégrer, consolider tout cela pour en tirer profit, en évitant, par exemple, les duplications, en permettant d'aller chercher le maximum. Parce que tout ce que nous sommes en train de dire aussi, il y a la masse critique à former. Il y a beaucoup d'ingénieurs à former. Et puis, les sciences spatiales ne concernent pas les scientifiques seulement. Il y a aussi les juristes. Parce qu'aujourd'hui, si un satellite tombe en Côte d'Ivoire, j'ai cru comprendre qu'il y a 2 morceaux de fer qui étaient tombés quelque part dans une région de la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, je peux vous dire, ce sont des démembrements d'objets spatiaux. Mais qui en est responsable? Quelles sont les conséquences? Qui la Côte d'Ivoire peut voir? Et donc, il y a des débats aussi au niveau international où la Côte d'Ivoire devrait participer dans ce que nous appelons la gestion des débris spatiaux. Donc, voyez-vous, nous suggérons que l'État structure ou restructure de telle sorte que
un seul franc CFA investi là-dedans puisse apporter 5 francs CFA. Donc c'est un peu dans cette dynamique que j'intervenais. Tout à fait. L'inondation en est un exemple. Tout à fait. Et nous sommes là dans une sorte de panacée de gestion. Hein. On va y revenir juste après. Bonjour à tous, l'actualité internationale démarre aux États-Unis. La démocratie est précieuse, la démocratie est fragile et aujourd'hui la démocratie l'a emporté. Ce sont les mots de Joe Biden lors de son discours d'investiture, multipliant les appels à l'unité. Lors d'une allocution d'une vingtaine de minutes, le 46e président des États-Unis a également promis d'être le président de tous les Américains. Concernant la lutte contre le coronavirus, qui a fait plus de 400 000 morts aux États-Unis, le président a demandé aux Américains de mettre de côté leurs différences pour faire face au sombre hiver qui arrive et à la phase la plus dure et mortelle de la pandémie. C'est une première aux États-Unis. Kamala Harris a prêté serment en tant que vice-présidente des États-Unis. Hier à Washington, l'ancienne procureure générale de Californie, âgée de 56 ans, est ainsi devenue la première femme ainsi que la première personne afro-américaine et asio-américaine élue à la vice-présidence des États-Unis. Le président américain sortant, Donald Trump, s'est vanté mardi d'avoir uni le monde face à la Chine et de ne pas avoir lancé de nouvelles guerres durant son mandat. Lors d'un discours d'adieu, le chef d'État a prié pour que la future administration de Joe Biden, qu'il n'a pas mentionné par son nom, réussisse à maintenir la sécurité et la prospérité de l'Amérique. Alors que je me prépare à remettre le pouvoir à une nouvelle administration, je veux que vous sachiez que le mouvement que j'ai initié n'en est qu'à ses débuts, a ajouté Donald Trump. En Tunisie, en répondant notamment à des appels lancés sur les réseaux sociaux, plusieurs centaines de jeunes se sont rassemblés à Tunis et à Sfax, bravant l'interdiction de rassemblement décrétée pour des raisons sanitaires. Ces jeunes manifestent depuis vendredi dernier pour protester contre la pauvreté et la classe politique après 4 nuits de troubles en raison de la profonde crise sociale. Faute d'argent pour payer l'amende, les touristes qui n'avaient pas de masque sur eux ont dû faire 50 pompes, ceux qui le portaient de façon inadéquate. 15 pompes, les événements se déroulent sur l'île indonésienne de Bali. Regardons. Tingkat disiplin, tingkat partisipasi mereka boleh dibilang cukup sangat rendah, sampai 90%-nya itu warga negara asing. Memang kondisi di lapangan seperti itu dan kadang-kadang kita merasa dilecehkan lah kadang-kadang. Tapi dengan seringnya kita melakukan penertiban ini, mudah-mudahan mereka ada peningkatan. Du football pour terminer, championnat d'Afrique des Nations. La deuxième journée de la phase de poule du CHAN a débuté hier avec un choc dans le groupe A entre le pays hôte, le Cameroun, et l'un des prétendants au sacre final, le Mali. La rencontre s'est soldée par un score nul, 1 but partout. Le Burkina Faso et le Zimbabwe s'affrontaient également dans le match de la peur. Ce sont finalement les étalons séduisants et nettement dominateurs qui l'ont emporté 3 buts à 1. Pour se relancer dans ce groupe A, les Warriors sont en revanche éliminés. Ainsi s'achève ce journal. Merci à toutes et à tous de votre attention. Excellente journée à vous. Merci beaucoup à Régis Kofi pour son deuxième point de l'actualité
sur RTI 1 dans Matin Bonheur. Nous étions tout à l'heure avec un invité, M. Tidiane Ouattara, qui va revenir pour le plus grand plaisir et nous allons encore échanger sur notre sujet du jour, les sciences spatiales, piliers du développement socio-économique. Donc, et vous allez plus comprendre encore ce sujet rapidement. Un petit recap, on a défini les sciences spatiales, ensuite son importance et aussi quelques difficultés que rencontrent les sciences spatiales. Nous allons revenir sur le sujet et aussi rester chez nous en Côte d'Ivoire pour vous permettre de mieux comprendre les sciences spatiales. Allez, si la réalisation nous permet donc, on part pour une petite pause et on revient. Quand il descend les rues de Bafoussam au Cameroun, Cédric ne passe jamais inaperçu au volant de son petit pick-up bleu. Les passants sont surpris par la qualité et la finition de la voiture, fabriquée avec des pièces récupérées. Je suis assis confortablement, une voiture de 2 places, et ça, tous les accessoires. Je suis même surpris d'arriver dedans, je constate que le tableau de bord fonctionne, comme toutes les voitures, donc vraiment, c'est un génie. Mais avant d'être un génie, Cédric est surtout très débrouillard. Après avoir quitté l'école en CM2, il apprend la mécanique dans l'atelier de son oncle et s'amuse à fabriquer des modèles de voitures en bambou. Un jeu d'enfance qui va devenir une passion. Cédric a investi 3 800 € dans cette création. J'ai payé du matériel avant de la transformer comme je veux. Et il y a aussi certaines pièces de récupération que j'ai achetées comme amortisseurs, pneus, moteurs. Très rapidement, cette automobile Made in Cameroun suscite beaucoup d'intérêt et fait le buzz sur les réseaux sociaux. Au Cameroun, la grande majorité du parc automobile est d'occasion. Je vais profiter pour demander à l'État du Cameroun qu'on essaye de mettre ces personnes qui ont des idées un peu élevées dans de meilleures conditions pour qu'ils nous aident à produire des voitures comme ça pour aider les Camerounais ou le monde entier. En attendant de décrocher un partenariat avec le gouvernement camerounais, Cédric reçoit déjà des commandes privées de son pays, mais aussi de Côte d'Ivoire ou du Bénin. Il envisage maintenant la motorisation électrique pour rendre sa petite voiture encore plus propre. Et voilà, il fait preuve de beaucoup d'ingéniosité, ce mécanicien du côté du Cameroun. Peut-être que M. Ouattara nous dira si les sciences spatiales aussi interviennent dans ce genre de création. Tout à fait. La robotique. Okay. Donc, quand on vous parle de la robotique trouve son essence dans les sciences spatiales. C'est de faire les choses à distance sans les toucher. Et donc, c'est de la mécanisation, c'est de l'électricité qui est dedans, etc. Et donc, nous pouvons dire qu'aujourd'hui, les sciences spatiales permettent des expériences dans l'espace que nous ramenons sur Terre, tant au niveau de la médecine, le vieillissement de la peau, le vieillissement des muscles, des os, etc., parce qu'il n'y a pas de gravité dans l'espace. Et nous, nous vivons avec la gravité. Donc, le contexte n'est pas le même. Ce qui fait que lorsque les astronautes, quand vous les voyez, quand ils reviennent, c'est des gens qui perdent en poids, c'est des gens dont l'espérance de vie est diminuée, hein, mais ils se prêtent à des expériences énormes dans l'espace. Donc, l'ingéniosité, l'innovation dans l'espace, c'est de ça qu'il s'agit. Et c'est la création d'emplois dont on parle au niveau de l'espace. C'est pour cela que le secteur privé et le système académique sont en avant-poste pour développer l'innovation. Il y a un qui fait la recherche et le développement, et l'autre, c'est-à-dire le secteur privé, transforme les résultats de la recherche et du développement en service. Alors, oui. Allez-y. Vas-y. D'accord. Alors justement, vous nous avez ici vraiment très bien exposé le sujet. On a envie de se demander, mais pourquoi finalement on ne s'approprie pas cette science-là de plus en plus pour résorber les différentes problématiques que l'on a évoquées? Très bonne question. Je pense que, madame, vous vous êtes bien préparée. Et effectivement, c'est à cela que nous nous attelons. Voyez-vous, ce ne sont pas tout le monde, tous les gens qui connaissent l'utilité et même les sciences spatiales. Et ça, c'est un grand volet de notre programme, le programme spatial africain. C'est d'informer et de sensibiliser les gouvernements des pays africains, les 55 pays, d'embrasser les sciences spatiales, parce que c'est incontournable. On vit dedans, on ne peut pas y échapper. Et donc, il faut se structurer, il faut se préparer pour pouvoir l'affronter et pouvoir en tirer
profit maximalement. Je peux vous dire, même la RTI utilise aussi les satellites. Oui. Tous les services gouvernementaux utilisent les satellites. Ça coûte énormément cher. On ne peut pas, et les nations ne peuvent pas continuer à emprunter, à louer les services. Et à un moment donné, il faut pouvoir faire sa part et puis peut-être louer une partie. C'est vrai qu'on ne peut pas tout faire, mais nous disons et nous encourageons les nations africaines à le faire. Et il y a 4 pays en Afrique qui sont très avancés. L'Afrique du Sud, l'Égypte, le Nigeria, l'Algérie et même le Maroc, le 5e. Et dans les pays francophones, la Côte d'Ivoire étant un pays phare au niveau francophone, nous, et bon, heureusement ou malheureusement, nous sommes ivoiriens, nous caressons le secret de voir la Côte d'Ivoire prendre le lead au niveau des pays francophones. Nous avons eu le temps d'en parler avec nos partenaires français aussi, hein, le CNES, le Centre national d'études spatiales de la France, où nous avons indiqué à nos partenaires que les pays francophones sont un peu en arrière des pays anglophones et qu'il faut tirer un peu ces pays francophones. Nous sommes ici dans un cadre privé familial pour des vacances, mais nous profitons pour éventuellement parler avec certaines autorités qui nous font l'honneur, qui nous donnent le privilège de les rencontrer, pour que la Côte d'Ivoire entre dans ce cadre-là. Et les autorités sont très ouvertes à cela. Et vous avez, nous avons un président excellent qui est en avance sur son temps. Donc l'émergence de la Côte d'Ivoire ne pourra se faire sans aussi les sciences spatiales. Les sciences spatiales. Alors, on va peut-être revenir sur cet aspect financement que vous avez évoqué tout à l'heure. Comment, concrètement, sont financées les explorations spatiales? Bon, encore une très bonne question. Et c'est ce qui fait peur, par exemple, aux États. Parce que jusqu'en 2005, les sciences spatiales étaient financées à gros budget par les gouvernements des pays développés. Mais aujourd'hui, depuis 2005, ce que nous appelons le New Space, donc le nouvel espace, appelons ça comme ça, c'est une nouvelle ère qui permet le développement de petits satellites. On ne parle plus de gros satellites. On parle de nanosatellites, de small satellites, les petits satellites, qui coûtent moins cher. Par exemple, le Ghana. Je prends toujours référence au Ghana parce que ce sont nos cousins. Hein. Ils ont développé un satellite à 50 000 $ par des ingénieurs ghanéens. Et le lancement a été fait par le Japon à travers une collaboration. Donc, ça ne coûte plus cher. Mais cependant, il faut être structuré, il faut être organisé. Et le peu que les États investissent peuvent servir de base pour pouvoir avoir un élan. Deuxièmement, il y a des partenariats. Ça veut dire quoi? Il y a des gens qui ont déjà des satellites en l'air, qui cherchent des utilisateurs. Il faut savoir négocier, il faut pouvoir leur parler. Et il y a aussi ce que je dirais la fierté nationale. Il faut bâtir la capacité nationale. Il s'agit de la souveraineté nationale aussi. Hein. Il faut former des gens qui vont construire des choses qui nous appartiennent et qu'on ira chercher seulement le supplément avec... On ne pourra pas être autonome à 100%, comme tous les pays. Aucun pays n'est autonome à 100% dans le domaine spatial. Et ça nous permettra de gérer nos ressources, parce que les sciences spatiales permettent de connaître toutes les ressources que vous avez sur votre territoire et de fournir aux décideurs les scénarios ou des scénarios décisionnels. C'est-à-dire que si, prenons l'exemple de la forêt, on nous dit que la forêt a diminué, mais nous allons sur des estimés. Mais au Canada, on utilise les sciences spatiales pour aller compter à l'arbre près. Donc ce n'est plus une science de recherche et développement, c'est une science opérationnelle. Donc la forêt en Côte d'Ivoire, l'État investit énormément dans le reboisement. Il y a beaucoup de problèmes dans la gestion ou dans l'utilisation des forêts. L'État, sans forcément envoyer des gens sur le terrain dans un premier temps, à temps quasi réel ou réel, pourrait éventuellement suivre tous ces investissements si le reboisement est réel, qui sont ceux qui exploitent la forêt pour des pratiques agricoles illégales, etc. Donc c'est un outil en plein dans le développement, c'est un outil en plein dans la protection territoriale. Alors c'est un outil qui devrait vraiment faire l'objet de beaucoup d'attention de la part de nos dirigeants. Vous avez mentionné le fait que vous êtes bien de chez nous. J'ai envie de vous poser la question, quand est-ce que vous vous installez en Côte d'Ivoire pour vraiment apporter votre expertise sur le sujet? Parce qu'il faut certainement amorcer un plan on va dire un plan de déploiement structurel, c'est sûr. Mais quand vous observez la nomenclature de notre économie, par quoi devons-nous commencer? Alors, vous avez deux questions. Quand est-ce que nous allons nous installer et puis par quoi commencer? Je vous dirais qu'à chaque chose son temps. Hein.
après plus de 25 ans au Canada et puis à la Commission de l'Union africaine depuis bientôt 2016, depuis 2016, bientôt 5 ans, 4-5 ans. Bon, ben, nous commençons à en parler en Côte d'Ivoire. Donc le temps est venu pour nous. Et puis il faut dire que le momentum est important. Il y a des choses qui viennent au bon moment. Donc nous commençons à en parler. En ce qui concerne notre présence ici, nous sommes déjà là. Nous sommes à Addis Abeba, c'est à 5 heures de vol. Nous continuons de discuter avec nos responsables qui s'occupent un peu de ce domaine-là. Cependant, nous allons accroître le dialogue, la consultation et les discussions. Par quoi il faut commencer? Et je l'ai peut-être dit, peut-être pas bien dit. Il faut se donner une gouvernance un peu forte. Parce qu'à partir de la gouvernance, c'est-à-dire que cette décision politique qui dit « nous allons embarquer là-dedans, voici l'organisation qui a ce mandat et qui se rapporte à tel, tel, tel ». À partir de ce moment, on développe une politique spatiale nationale, une stratégie spatiale et on met les programmes en place. Et on va mobiliser les ressources. Et c'est par là qu'il faut commencer. Et je le dis, l'État investit déjà là-dedans. Il faut bâtir sur ça. Il faut bâtir sur ce qui existe. On ne va pas refaire la roue, mais il faut bâtir sur ce qui existe. Et je crois qu'avec les amis de la Côte d'Ivoire dans ce domaine, bon, on peut se permettre de croire à ce support-là. Merci beaucoup. Et la Côte d'Ivoire peut avoir cette grande ambition-là de développer les sciences spatiales. Merci beaucoup à vous, M. Tidiane Ouattara. On rappelle que vous êtes expert en sciences spatiales, coordonnateur du programme GMES et Afrique, les sciences spatiales, piliers du développement socio-économique. Allez, on marque une autre pause et on revient dans quelques instants avec un autre invité. Allez, merci beaucoup. Et cet autre invité n'est autre que le docteur Yves Anveau-Blanchard, avec qui nous parlerons ce matin de cette maladie qui est vraiment, on va dire, qui est trop souvent usité ici en Côte d'Ivoire, avec un taux très, très important, à savoir que c'est le diabète familial et la nutrition. C'est le sujet que nous avons décidé aujourd'hui de traiter, parce que quand une personne souffre de diabète, il faut bien sûr qu'elle ait un régime bien spécifique. Le docteur Anveau va nous donner toutes les informations là-dessus. Bonjour docteur. Bonjour, bienvenue. Docteur Anveau. Alors, on parle de diabète. Déjà, comment vous définissez le diabète de manière un peu, on va dire, technique? De manière succincte, bonjour, on dira que le diabète, c'est l'élévation du taux de sucre dans le sang de manière chronique. Donc, il y a des valeurs normales que nous avons entre la glycémie de 0,7 à 1,10, ça c'est le taux normal. Alors, lorsque ce taux devient élevé de manière constante, donc de manière constante, on a autour de 1,26. Mais ça, c'est la glycémie unitaire. Plusieurs examens permettent aussi de définir le diabète. Mais j'aimerais aussi attirer l'attention de tous que les travaux que nous avons faits dernièrement ont montré que certaines personnes ont une glycémie normale. C'est-à-dire que j'ai dit tout à l'heure que la glycémie, au-delà de 1,26, on pense au diabète. Mais les études montrent que certaines personnes ont une glycémie normale. Ils ne sont pas diabétiques. Mais lorsqu'on fait le second examen, qu'on appelle l'hémoglobine glyquée, c'est-à-dire que le sucre des 4 derniers mois, on montre que cette personne, malgré qu'elle a une glycémie normale, alors fait un diabète. Donc, de manière succincte, on dira que la glycémie, c'est l'élévation du taux de sucre de manière chronique dans le sang. Ça, c'est le diabète. Avons-nous différents types de diabète? Si oui, lesquels? Qu'en est-il exactement? Effectivement, il existe différents types de diabète. Le diabète de type 1, le diabète de type 2. Bon, c'était l'ancienne définition. Aujourd'hui, on parle du diabète où le pancréas ne fonctionne pratiquement plus, insulinodépendant. Il y a le diabète acquis. Le type 2, il est acquis, c'est-à-dire que c'est dû à notre comportement de tous les jours. Le pancréas fonctionne bien, mais du fait de nos abus en sucre, en énergie aussi, en protéines, donc du fait de notre alimentation, alors on acquiert ce diabète-là. Il y a aussi des diabètes mixtes. Et ici, il y a des diabètes qui surviennent aussi au niveau de la grossesse. Et il y a aussi des diabètes juvéniles. Donc il y a différents types de diabète. Et on adapte selon l'état physiologique de la personne. On peut un peu, on va dire, prolonger l'explication sur le mécanisme de contraction du diabète, parce que d'autant pourraient penser que c'est héréditaire d'avoir le diabète. Mon parent a le diabète, c'est sûr que je vais faire du diabète. Pourtant, il y a d'autres formes de contraction de diabète. Alors, bon, le mécanisme, il est simple. Nous avons le pancréas qui sécrète une hormone qu'on appelle l'insuline. Donc, c'est comme, par exemple, vous venez devant votre porte, vous voulez rentrer chez vous à la maison.
Mais la porte ne peut pas s'ouvrir si vous n'avez pas la clé. La porte ne peut pas s'ouvrir si vous n'avez pas la clé. Donc, c'est comme si ces personnes qui font le diabète, chez ces personnes-là, l'insuline représente la clé. Tant qu'il n'y a pas eu sécrétion d'insuline, alors le sucre ne rentrera pas dans la cellule. Le sucre sera dans le sang. Mais on va assister à une élévation du taux de sucre dans le sang. Mais la cellule qui est censée utiliser le sucre pour le métabolisme du corps, le sucre sera privé de... Et la cellule sera privée de sucre. Donc il faut l'insuline. C'est l'insuline qui se comporte comme la clé qui va ouvrir la cellule pour que le sucre puisse rentrer. Alors, la question de l'hérédité, aujourd'hui, la science montre que le diabète lié à l'hérédité ne joue que seulement à un taux faible, autour de par exemple, 6 à 7%. La majorité des cas, plus de 92% du diabète que nous avons aujourd'hui a été acquis. C'est-à-dire que c'est notre comportement de tout le temps. Donc, ceux qui vont se laisser de manière fatale dire que non, comme il y a des parents diabétiques, alors ils seraient diabétiques. Non, ça c'est faux. Ça c'est faux. C'est son propre comportement qui peut entraîner d'avoir le diabète. C'est en cela qu'on aborde depuis le sujet du diabète familial. Beaucoup de gens vont penser, comme vous l'avez dit tout à l'heure, que comme j'ai des parents diabétiques dans chez moi, alors j'ai de fortes chances de faire un diabète. Non, on n'a pas de fortes chances de faire un diabète. On a de faibles chances de faire un diabète, autour de 7%. La majeure partie, vous avez 92% de chances de ne pas faire un diabète. Mais le reste, ça dépend de vous. OK. Voilà. Ça dépend de nous. Quels sont les comportements que nous avons au quotidien qui pourraient provoquer le diabète? Alors, je vais aborder la question du diabète familial. Alors, je le dis aujourd'hui, je parle de diabète familial parce qu'il y a certaines personnes qui sont, et ils savent qu'ils ont des parents diabétiques et il ne faut aucun effort. Ils ont des parents diabétiques. On dit que lorsque vous avez dans la famille un parent qui est diabétique, vous avez près de 40% de chances de faire un diabète. Lorsque vous avez deux parents, ça monte autour de 70%. C'est-à-dire que vous avez des chances. Comme vous avez aussi des chances de ne pas faire le diabète. Mais ce n'est pas une fatalité. Le fait d'avoir un parent diabétique ne fait pas forcément de vous un diabétique. Quels sont les efforts vous-même? Quels sont vos efforts personnels? Et c'est une personne, comme je l'ai dit là, c'est une fatalité. C'est-à-dire comme j'ai un parent diabétique, donc je serai diabétique. Non, moi, je vous invite à lutter. Parce que vous avez un parent diabétique ne fait pas forcément de vous un diabétique. Ce sont vos comportements. Quels sont donc ces comportements-là pour les toucher du doigt pour ne pas vraiment avoir le diabète? Alors, j'insiste encore. Ce comportement, je le vois. Oui, dites-nous. Dites-nous. Sensibilisez tout le monde. Il y a une expérience que j'ai. Alors, vous allez voir des patients. Aujourd'hui, voici quelques conséquences du diabète. Le diabète, il bousille les yeux. Donc, on a ce qu'on appelle les rétinopathies d'origine diabétique. Docteur, vous commencez par faire peur d'abord. Non, je donne les conséquences du diabète. D'accord, les conséquences du diabète. C'est-à-dire que le diabète, il entraîne les yeux. Voilà, c'est une nécessité. Donc, il fait d'abord ce qu'on appelle une rétinopathie d'origine diabétique. Le diabète joue sur le cœur. Il entraîne des maladies cardiovasculaires. Le diabète, il joue sur la prostate, il joue sur les nerfs. Le diabète vieillit l'homme. Ça, c'est le diabète. Alors, on a des familles où certaines personnes commencent à manifester ces petits signes. C'est-à-dire que le taux de sucre dans le sang fait que souvent les enfants naissent gros. On parle de macrosome. Les enfants naissent à 4 kg. Le poids normal des enfants, autour de 2 kg, 3 kg. Les enfants naissent gros. Donc, ça veut dire que le sucre a aidé à augmenter le poids de l'enfant. Ça, c'est les premiers signes. C'est-à-dire que vous avez eu des parents qui ont fait un diabète et vous, la jeune femme, vous faites de gros enfants. Ça doit d'abord attirer votre attention. Premier cas. Deuxième cas, après l'enfant, un jour, vous commencez à manifester ce qu'on appelle les rétinopathies d'origine diabétique. C'est-à-dire que vous commencez à porter des lunettes. Aujourd'hui, on voit des jeunes personnes, vous avez remarqué, des jeunes personnes qui vont porter des lunettes. Mais Thierry vous regarde à travers ces glaces. Le binoclard, il est complètement... Faites des enquêtes, vous allez voir. Au nombre des patients que nous avons, certaines personnes manifestent un peu ces différents symptômes et ils ont des parents diabétiques, mais il ne faut aucun effort. C'est-à-dire que c'est vous qui faites de gros enfants. C'est vous qui portez des lunettes. C'est vous qui avez ces petites maladies liées au diabète, alors que vous avez des parents diabétiques, mais vous ne faites même pas de rapport. C'est-à-dire que vous avez un parent diabétique, deux parents diabétiques, trois parents diabétiques, un cousin diabétique, un frère diabétique, et vous attendez que ça arrive sur vous d'abord avant de vous défendre. Non, non, non. Commencez dès le départ. Commencez à vous défendre dès le départ. Vous avez eu des parents diabétiques. Du fait que vous commencez à avoir un peu ces petits signes, vous voyez un peu, il y a ça que bien sûr tout le monde spécule autour du diabète. Donc vous voyez un peu. Donc déjà, quand vous commencez à avoir ces petits signes d'abord, commencez à dire, qu'est-ce qui se passe? C'est des signes annonciateurs. Des signes d'abord qui vont annoncer que quelque chose est en train de se passer. Et c'est ça. Au départ, c'est les yeux. Bon, souvent, c'est pour les femmes qui font de gros enfants, les yeux. Et puis après, le cœur commence à avoir quelques petits soucis. Effectivement, parce que le cœur, une cardiopathie aussi, est une conséquence du diabète. Donc quand vous commencez à avoir ces petits signes-là, commencez à vous demander, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je dois faire?
Et approchez-vous des spécialistes, soit un diabétologue ou bien un nutritionniste. Ah, j'ai des parents diabétiques et seulement déjà, je commence à commencer des premiers signes. J'ai lu sur nous avons Internet à côté de nous. Donc vous voyez un peu, alors vous commencez à moniter les premiers signes, commencez à vous défendre. Mais vous allez voir que ces personnes-là, alors ils s'en foutent. Soit ils ne savent pas, et encore, comme on dit, ils accentuent. Ils accentuent, ils prennent des comportements même qui entraînent le diabète. C'est-à-dire que s'ils n'avaient pas de parents diabétiques, leur comportement d'aujourd'hui peut les rendre diabétiques. Et maintenant qu'ils ont des parents diabétiques. Vous voyez un peu, je prends un exemple. On dira que non, nous, dans notre famille, nous, on porte toujours des lunettes. Non, depuis à 40 ans, on porte des lunettes. Ça, c'est la première expérience que j'ai vue. Depuis, lorsque nous avons 36 ans, 40 ans, nous portons des lunettes. Mais moi, quand la dame m'a dit ceci, on dirait que c'est une malédiction chez nous. À partir de 42 ans, nous portons tous des lunettes. Docteur, je ne comprends pas. Ça, je me rappelle, c'était en 2015. Et j'ai dit à la dame, OK, venez qu'on vérifie. Et à cette dame-là, on a fait un premier examen. L'examen a monté positif. Il dit, dis à ton cousin de venir. Le cousin est venu, on a fait l'examen. Il est aussi diabétique. Or, l'autre frère, il est venu. Pendant 5 personnes dans la famille ont commencé à faire un diabète qui n'était pas encore révélé. Donc, ça veut dire que ces personnes qui font un diabète qui n'est pas encore révélé, mais ils ont déjà les premières conséquences. Les yeux, ils viennent en cardiologie, vous voyez un peu, et c'est ça. Ils ont des parents diabétiques. Et elle a dit, non, mon père portait déjà les lunettes. Effectivement, mon père est mort du diabète. Vous voyez, mais faites un lien. Faites souvent la recherche. Moi, je suis enseignant-chercheur. On fait de la recherche. Vous voyez un peu. Il ne s'agit pas de soigner. On soigne, mais dans les soins, on essaie de faire la recherche. C'est comme ça. Alors, ces personnes-là, alors, ils font des comportements qui ne vont même pas avec le Justement, quels sont ces comportements-là en amont pour ne pas en arriver vraiment au stade où on contracte le diabète? Moi, j'insiste beaucoup sur la consommation de sucre. C'est vrai qu'on dit non, le sucre, c'est le carburant. Le sucre permet d'être... On utilise le sucre comme carburant, comme l'énergie du corps, les calories pour être brûlées, bien sûr. Quel sucre, docteur? Parce qu'ici, sur ce plateau, vous avez expliqué aussi que dans plusieurs aliments, il y a déjà du sucre naturellement. Est-ce que ce sucre est nocif ou nous emmène sur la voie d'un diabète ou c'est le sucre industriel que l'on utilise? Alors, Dame Alice, nous, on dit simplement sucre, c'est sucre. En Côte d'Ivoire, on dit sucre, c'est sucre. D'accord. Un albinos et puis un homme noir ou bien blanc, nous sommes tous des hommes. Sucre des fruits, sucre du riz, sucre raffiné. Sucre dans le café, on a la diète, là, docteur. Alors, je souhaiterais que ces personnes-là qui ont des parents diabétiques commencent à réduire leur consommation de sucre, surtout le sucre du soir. Surtout le sucre du soir. Il est beau dire, pendant 1 an, 2 ans, j'insiste, le sucre le soir, réduisez le sucre du soir. Mais on continue toujours de prendre des fruits le soir. Je me demande... Déjà, continue de payer les fruits le soir. Et ils payent les fruits la journée. Mais on dit manger des fruits, ou bien un fruit. Mais vous avez tout le temps. Pourquoi forcément attendre le soir pour manger son fruit? OK. Et voilà. Le sucre du soir, ça peut être des fruits, ça peut être quoi encore? C'est surtout le sucre du soir. Et j'invite tous ceux qui ont des parents diabétiques à un certain âge, ils commencent déjà à manifester des premiers signes. C'est-à-dire qu'ils font de gros enfants, on commence à porter des lunettes. Ces personnes-là, l'aliment qu'on appelle le riz fait 78 à 82% de sucre. Lorsque vous avez eu des parents diabétiques, 1, 2, 3 personnes dans votre famille qui ont déjà fait diabète et que vous dépassez les 36 ans, je vais préciser, les 36 ans, parce que les études que nous avons fait montrent que de 36 à 42 ans, déjà, ça commence. Je prends un exemple simple. Le cabato contient moins de sucre que le riz. Le haricot rouge, le haricot blanc, le niébé, il fait 19% de sucre, alors que le riz en fait 78%. Vous voyez un peu, les petits pois ne coûtent que 300 francs. Essayez de voir. Mais il faudra que vous changez les choses, parce que si vous ne changez pas les choses, c'est une question de temps. Il faut une bonne planification au niveau des repas. Effectivement, c'est en cela qu'il existe des conseillers nutritionnels, des nutritionnistes, vous voyez un peu. Et je veux que ce travail soit fait depuis la base. C'est-à-dire que lorsque le gynéco, il voit une femme qui ne fait que faire de gros enfants, il faut qu'il insiste sur... Et généralement, les gynécos en parlent. Hein. Généralement, lorsqu'on voit souvent les dames venir en consultation, mais est-ce que vous avez eu de gros enfants? Effectivement, on a eu de gros enfants. Mais est-ce que lorsque vous avez eu de gros enfants, est-ce que le gynéco ne vous a rien dit? Ici, effectivement, le gynéco m'a dit de faire attention au sucre. Et ils font le travail. Donc, je les invite à continuer ce travail-là, d'insister. Réduisez votre consommation en sucre.
Alors, docteur, vous nous parlez d'un sujet ou d'un point très important, à savoir la maternité. Pour une grossesse normale bien suivie, c'est chaque mois qu'on a des consultations. À quel moment on peut lancer l'alerte? Parce que pendant la consultation, on a approximativement encore le poids du bébé. On fait des calculs, on a le poids du bébé. Dans ce cas-là, comment réorienter? Mais généralement, les gynécos, ils ont leurs statistiques. Hein. Au fur et à mesure, comment est-ce que le poids évolue. Après, ils se dirigeraient peut-être vers vous. Voilà, il y a les gynécologues qui envoient des bulletins de consultation. Allez voir le nutritionniste parce que vous évoluez trop vite, parce que l'enfant grossit trop vite, effectivement. Et quand on peut faire un régime sur grossesse, mais ça, c'est les spécialistes qui le font. On peut faire un régime sur grossesse. Tout ceci, c'est pour réduire un peu l'évolution de la chair, parce qu'on se dit, tôt ou tard, ça viendra. Si vous ne faites pas attention, tôt ou tard, ça viendra. Donc, réduisons notre consommation à tous les niveaux. Et moi, je vous ai toujours dit ici que cette publicité qui dit 5 fruits et légumes, à vous qui avez eu des parents diabétiques, essayez de comprendre ce que ça veut dire 5 fruits et légumes. On ne vous a pas dit 5 fruits. Retenez qu'un fruit, c'est du sucre. Quand j'étais encore étudiant, le raisin faisait près de 14% de sucre. Aujourd'hui, les raisins font près de 20% de sucre. C'est-à-dire qu'ils ont augmenté le taux de sucre pour produire plus de vin. Ouais. Réduisons notre consommation en sucre. Un fruit, c'est du sucre. On dit non, c'est le sucre naturel. Mais le fructose, le sucre du fruit, c'est le fructose. Mais c'est du sucre. Le sucre du lait qu'on appelle le lactose, c'est du sucre. Même le miel contient beaucoup de sucre. Le miel contient près de 44% de fructose. Mais c'est du sucre. N'ayez pas l'intention de remplacer votre sucre par le miel, parce que le sucre, c'est du sucre. Alors, docteur, c'est vrai que tout ce que vous nous dites, c'est tellement intéressant et cela nous fait tilt dans la tête et on doit changer carrément notre manière de vivre. Alors, on va revenir sur les exemples. On parlait des femmes enceintes là, à l'instant. Souvent, dans ce processus, elles mangent tout et n'importe quoi. Chez nous, à la maison, vous dites on mange beaucoup de riz, c'est pas bon. Parlons aussi, dans ces exemples, du foutou. Généralement, on mange le foutou banane le soir ou même très tôt le matin. Cet aliment-là aussi. Ce plat, pardon. Manger le foutou le soir, ça c'est autant avant. Monsieur Envo. Non. Ah bon, on a franchement une chorale de rire de l'autre côté. Les mangeurs de foutou au soir, ils sont là. Ce matin, je vais le dire solennellement. C'est pas révolu, hein? Le foutou, manger le foutou la journée, avant 15 heures. Dites la bonne. Même, on a eu des patients qui sont vivants au champ. Nos parents mangeaient le foutou au champ et puis viennent à la maison. Ou bien quand vous allez au champ tôt le matin à 6 h, vous rentrez à 14 h, 15 h, vous mangez votre foutou à 15 h et puis le soir c'est bon. Mais si vous mangez du foutou le soir, nous on connaît déjà le résultat. On connaît le résultat. Donc il y a une heure indiquée si on veut manger le foutou le soir quand même. Les travaux, 15 h, voilà, c'est fini. Les travaux que nous avons essayé. Nous avons essayé de la recherche quand même. On a vu des gens qui ont mangé à 16 h du riz, ils sont retrouvés avec un prédiabète. Donc, on a ramené les recherches vers 15 h. Au niveau de 15 h, c'est stabilisé. Et puis encore, j'aimerais profiter de l'occasion de dire que si vous avez dans une famille plusieurs personnes diabétiques et que vos enfants, dès le bas âge, commencent à avoir des affections oculaires, commencez dès lors de faire les premiers examens sur vos enfants. Parce que souvent, ça commence dès le bas âge. Lorsqu'on voit des personnes qui portent des lunettes, j'insiste beaucoup sur les lunettes. On dit non, que je l'ai porté depuis quand j'étais à l'école primaire. Oui, c'est vrai. Mais souvent, le diabète peut être là pendant 10 ans, 15 ans. Il vous suit doucement jusqu'à ce qu'un jour, il vous détruise totalement. Allons doucement. Réduisons notre consommation, surtout le sucre du soir. Surtout le sucre du soir. D'accord. Okay. Docteur, nous avons vraiment libellé notre sujet en parlant de diabète familial et de nutrition. C'est sûr que s'il y a une personne qui a le diabète au sein d'une famille, ça doit changer les comportements alimentaires. Comment orienter les familles où il y a des personnes diabétiques à bien s'alimenter? Alors, il y a souvent des généralistes, comme aussi il y a des médecins de famille. Et les médecins de famille maîtrisent mieux le dossier de chaque famille. Alors, lorsqu'un médecin de famille découvre, par exemple, dans une même famille, il y a 3, 4, 5 personnes qui commencent à faire un diabète et que les autres personnes commencent à avoir quelques manifestations, c'est-à-dire que des affections oculaires ou bien, par exemple, les maladies cardiovasculaires, alors ce médecin, il est bien placé pour orienter. Ou même le médecin, vous-même personnellement, vous voyez autour de vous, une personne tombe de diabète, 2 tombent de diabète, 3, 4, 5, mais vous êtes assez intelligent, réfléchissez. Comment prendre mes dispositions? Comment prévenir pour ne pas que je sois la prochaine victime? Moi, je le dis parce qu'il y a une dame que je suivais, elle n'est pas là ici, elle vient du Togo, du Bénin, elle vient, mais elle a plus de 4 personnes qui font l'insuline. Mais elle seule, quand elle est venue, elle était autour de 8. On a essayé ensemble, aujourd'hui, elle n'est pas diabétique. Et aujourd'hui, elle vit comme ça. Et je lui ai dit, aussi longtemps que vous allez prendre vos dispositions, vous allez voir que vos parents seront diabétiques, mais vous, alors vous ne serez pas diabétique. Ces dispositions-là, c'est quoi dans l'assiette, dans la bonne assiette? Qu'est-ce qu'on doit Réduisons le sucre à tous les niveaux. Depuis le matin jusqu'au soir, réduisons notre consommation en sucre.
pratiquement, docteur Anvo? Je vais donner quelques exemples. Je le dis. Voilà. Aujourd'hui, avec la science, on a compris que ceux qui mangent beaucoup de sel, ils grossissent. Mais ceux qui mangent beaucoup, ils font le diabète. Il y a des gens qui aiment la nourriture, ils aiment beaucoup manger. Il y a des gens qui aiment beaucoup manger. Ils ont faim, ils mangent. Ils n'ont pas faim, ils mangent. Ils prennent la nourriture pour un passe-temps. Ils mangent. Et quand ils mangent, tout est du sucre. Ils ne font que manger. Le matin, ils mangent igname bouilli. Et quand ils vont dire, qu'est-ce que vous avez fait la nuit pour manger igname bouilli le matin? Le matin, ils mangent à ticket. Non, c'est peut-être qu'ils ont fait un travail qui est physique. OK. Mais alors, et le reste de la journée? Il y a des gens qui ne font pas le travail physique. Lorsque, par exemple, vous êtes un agent de bureau, vous, ce matin, vous êtes assis là, et vous voyez que vous ne dépensez pas d'énergie parce que la position assise là, on ne dépense pas beaucoup d'énergie que celui qui est en train de travailler sur comme un docteur. Non. Vous avez quel intérêt le matin à manger gaba le matin? Ou bien de manger igname bouilli le matin? Quel intérêt? Ah, docteur. Qu'est-ce que nous devons donc manger pour pouvoir se prémunir, rapidement, dans les exemples, est-ce qu'on peut parler du vin à table aussi? Le vin à table ne joue pas, ne contient pas de sucre. Oui. Le vin, alors lorsque dans la fabrication du vin, c'est vrai qu'on a pris du raisin avec un taux de sucre élevé, mais il y a eu le processus de fermentation qui a permis de réduire le taux de sucre à un taux de sucre très, très faible dans le vin, 0,8 g de sucre dans le vin. Non, apparemment, il n'y a pas grand chose. Voilà. Mais aujourd'hui, sur le marché, on a des fabrications de vin moelleux, de vin rosé, de vin blanc. Vous voyez un peu, les garçons, ne vous laissez pas séduire par ces différentes... Un garçon, il prend du vin rouge. OK. Et à bonne quantité. Bien sûr, un verre, deux verres, voilà, bien sûr. Donc, les hommes, on ne doit pas toucher au moelleux? Au moelleux sucré, non, c'est juste un jus fixe. Ne faites pas du sucre régulièrement. Si vous aimez les j'aime nyamankoudi, nos parents, ils les nettoyaient et puis ils mangeaient. Mais vous aimez le nyamankoudi ou bien vous aimez le sucre de nyamankoudi. C'est ça. Et il se cache derrière le nyamankoudi pour manger beaucoup de sucre. Autant prendre le sucre, vous n'allez plus le manger. Voilà. Il y en a qui le font, hein. Bien sûr. Il y en a qui le font. Réduisons notre consommation en sucre. C'est très important pour pouvoir se prémunir et se préserver de toute éventualité de cette maladie-là qu'est le diabète. Merci, docteur Anvo, aujourd'hui pour votre intervention, on va dire, vraiment très virulente. Pour votre vivacité. Vous tenez compte de la santé des uns et des autres et c'est très, très important. Merci beaucoup d'être passé sur le plateau de Matin Bonheur pour nous parler de ces bons aliments à avoir dans notre bonne assiette. Alors, on va rester toujours dans le cadre de la santé et recevoir maintenant Dr Abbé Hugues. Il est gynécologue obstétricien, voilà. C'est sûr qu'on aura des questions aussi sur le poids des bébés. Mais aujourd'hui, le sujet, c'est les grossesses et la maladie qui nous étreint malheureusement, la Covid-19, juste après le jingle. Oui, il est là, notre docteur Abbé Hugues. On parle bien sûr de grossesse et Covid-19. Bonjour, docteur. Bonjour. Bienvenue. Merci. On commence. Ben oui, justement, on va rappeler ce que c'est la Covid-19, parce que c'est vrai que le monde entier vit au rythme de la Covid, mais avoir quand même la définition de cette maladie-là, ça pourrait servir de rappel. Bon, très simplement, je pense que depuis 1 an que nous sommes infectés et nous sommes affectés par cette maladie, cette pandémie mondiale. C'est une maladie virale due à un virus qui a été identifié en janvier 2020 seulement. Les premiers cas ont été détectés en Chine et puis depuis lors, toute la planète a été affectée. C'est une maladie respiratoire qui entraîne de graves complications, notamment des complications respiratoires et surtout dans le mécanisme qui maintenant commence à être élucidé, entraîne ce qu'on appelle des thromboses, c'est-à-dire qu'une hypercoagulabilité du sang dans certains vaisseaux qui entraîne les complications respiratoires les plus graves et qui malheureusement ont produit beaucoup de décès. Alors, nous allons employer beaucoup de thèmes techniques, hein, mais on va quand même vous expliquer aussi pour mieux comprendre. Aujourd'hui, nous allons nous attarder sur les femmes enceintes. Est-ce que les femmes enceintes sont-elles plus à risque d'infection à Covid-19 ? C'est vrai qu'au début de la pandémie, on a considéré d'emblée, à cause de leur état, que toutes les femmes enceintes étaient à risque. Avec un peu de recul maintenant, on sait que c'est surtout dans le 3e trimestre de la grossesse que ce risque est plus élevé. Et surtout, comme dans la population générale, les femmes enceintes qui sont porteuses de certaines affections qui les exposent à faire des formes graves
de la Covid-19. Alors, docteur, une femme enceinte, c'est une personne qui a besoin de beaucoup d'énergie parce qu'il faut en partager avec son bébé à l'intérieur. Du coup, vous nous parlez de complications respiratoires. Quand une femme, malheureusement, contracte la Covid-19, est-ce qu'elle a plus de chances de faire une forme plus grave? C'est comme dans la population générale. C'est-à-dire que vous êtes contaminé, et contaminé, vous êtes soit symptomatique, c'est-à-dire vous faites les signes de la maladie, et vous pouvez faire des signes mineurs et des signes graves. Donc, cette femme enceinte contaminée, si elle fait pas de signes, elle peut être totalement asymptomatique, elle n'a aucun signe. Bon, elle est comme toutes les autres personnes dépistées positives, elle est en observation, elle est mise en quarantaine et elle est surveillée. Si elle fait des formes, si elle commence à faire des signes, ces signes, en fonction de leur gravité, vont soit nécessiter un traitement qui peut être à domicile, en ambulatoire, sous suivi médical. Et si jamais elle fait des formes graves, bien sûr, elle est hospitalisée et elle reçoit les soins qui sont liés à la gravité de son état. Dans le prolongement de la question d'Alix, alors qu'en est-il du bébé? Est-ce que le virus peut-il être transmis au fœtus pendant la grossesse et surtout pendant cet état de fait? Bon, on n'en a pas la certitude, même si dans certaines études, on a retrouvé du virus dans le placenta de certaines femmes. La transmission pourrait se faire, bien sûr, à ce stade, mais on considère que la transmission mère-enfant du virus de la Covid se fait beaucoup plus après la naissance, c'est-à-dire à cause du contact rapproché entre la mère et l'enfant. Voilà, hein, comme pour tous les autres cas de contamination, distance d'avec toutes les personnes qu'on rencontre. Et si on prend ces mesures-là, normalement, la transmission de la mère à l'enfant se fait comme pour tout le monde. Il faut être loin les uns des autres. Oui, pour respecter les mesures barrières. Tout à fait. Et toujours dans le même cadre, hein, dans la même dynamique, vous venez de nous expliquer qu'être enceinte n'est pas forcément un facteur immédiat de complications de la Covid-19. Malheureusement, il y a quand même certaines femmes qui font la maladie et qui sont de facto soumises au protocole. Est-ce que cela n'a pas d'incidence sur l'évolution de la grossesse? Parce que aussi la grossesse, on sait que ça a un suivi médicamenteux strict. Et quand on y ajoute le protocole, ça n'a pas d'incidence? Bon, maintenant, la personne est infectée à Covid-19, elle fait des signes pour lesquels on l'a mise... C'est avéré, c'est positif, parce que dès lors que c'est positif, même si elle ne fait pas, il y a un protocole quand même pour la soigner. Oui, je sais qu'à Abidjan, en Côte d'Ivoire, il y a un protocole thérapeutique qui est mis en place par les équipes qui s'occupent de la prise en charge Covid. Mais parallèlement à ce protocole, il y a le suivi normal de la grossesse qui se fait avec le médecin qui est en charge du suivi de cette femme. Cette mixité-là n'a pas d'incidence sur l'évolution de la grossesse et du fœtus? C'est ma question. A priori, non, parce que les produits utilisés pour le traitement de la femme enceinte sont compatibles avec, bien sûr, la vie du fœtus. Il s'agit principalement d'antiviraux, principalement d'antiviraux, d'antibiotiques, d'anticoagulants. Ce sont des produits qui, normalement, ne sont pas nocifs pour la grossesse. Mais il faut savoir que cette femme, elle est aussi suivie par le gynéco, par l'équipe d'obstétriciens. Et si jamais il y a des complications, à ce moment-là, l'équipe intervient et réagit. Alors, la femme enceinte qui fait la Covid-19 va jusqu'au terme de sa grossesse. Ça sera quoi le type d'accouchement? Voix basse, césarienne? Tout dépend de quel est l'état de la mère. Si elle est symptomatique, elle est traitée, elle ne fait pas de complications qui mettent en danger, elle, sa vie, notamment les complications respiratoires qui sont les plus importantes, à ce moment-là, bon, c'est le suivi normal de sa grossesse. Si jamais elle peut accoucher normalement, elle accouchera normalement. Si jamais pour des raisons qui sont liées à sa grossesse et aux paramètres de fin de grossesse, on doit lui faire une césarienne, on lui fera une césarienne, hein, indépendamment de son infection à Covid ou pas. D'accord, là c'est dans le meilleur des cas où on arrive à terme. Malheureusement, si une femme est dans son déroulé de grossesse et qu'elle contracte la maladie avec une forme grave, cela peut induire un avortement tardif ou une interruption de grossesse volontaire de par les soins des médecins. Bon, je considère qu'on est dans un stade avancé de la grossesse, par exemple au 3e trimestre. À ce moment-là, la maman fait une forme grave de la maladie à Covid, elle est hospitalisée. Elle est sous assistance respiratoire, par exemple. Elle est sous assistance respiratoire. Il est clair que si l'état de la maman s'altère au point de menacer sa vie, à ce moment-là, l'équipe des obstétriciens en charge va évaluer l'état du bébé
Et s'il est urgent de l'extraire, à ce moment-là, on l'extrait par césarienne, naturellement. Alors, c'est vrai qu'on parle de mesures barrières pour tout le monde. Quelles dispositions peut-être particulières doit prendre la femme enceinte dans cette période assez sensible? La femme enceinte prend les mêmes dispositions que chacun d'entre nous, à savoir respecter la distance sociale, se laver les mains, éviter les contacts rapprochés. Et si jamais on a été en contact avec une personne testée positive ou suspecte, inviter à faire son test. Voilà, ce sont les mêmes mesures que la population générale, même si au début on a considéré, comme je vous l'ai dit plus haut, qu'elles étaient potentiellement fragiles. Après, dans l'évolution des recherches et de l'actualisation des données concernant le virus, on a considéré que, elle fait partie de la population générale, on respecte les mêmes protocoles sanitaires que dans la population générale. Et si jamais mon état de grossesse, si jamais je suis contaminé et que je fais une forme grave ou symptomatique de la maladie, à ce moment-là, l'équipe de prise en charge évalue mon état, l'état de mon bébé et prend les dispositions qu'il faut. Alors, docteur, pour faire un petit parallèle avec le docteur précédent, docteur Envo, qui a parlé aussi des poids des bébés, par exemple, ou même de diabète que des femmes pourraient avoir. Ce sont des maladies qui mettraient un peu plus à risque ces femmes-là par rapport à la Covid-19. Dans ce cas-là, comment elles doivent se comporter? Mais très simplement, comme toutes les personnes qui, dans la population générale, ont des facteurs de risque de faire la forme grave de la maladie, les hypertendus, les diabétiques, les asthmatiques. Dès que vous avez un facteur fragilisant, vous devez prendre les mesures de protection ou les observer vraiment de la manière la plus stricte. Et si malheureusement, parce que des fois, on a des personnes qui ont été testées positives et qui nous disent qu'on a vraiment pris toutes les dispositions, mais bon, hélas, on l'a eu. Dans un cas typique d'une femme qui traîne un diabète, qui est enceinte, qui a la Covid, vraiment, comment on s'occupe d'elle? Je suis tout à fait d'accord avec vous. J'allais dire la difficulté avec cette maladie, c'est que le mode de contamination est tellement, j'allais dire, insidieux qu'il est difficile, malgré quelquefois des précautions, on ne sait même pas à quel moment on l'a contracté. Je parle de toutes les personnes qui peuvent être exposées, personnel médical, toutes les personnes qui sont en contact avec du public. Donc il est clair que dans ces conditions, je suis infecté, je suis testé positif. Là, il y a deux cas. Il y a testé positif avec signes. À ce moment-là, je rentre dans un protocole de traitement. Des signes mineurs, OK, je suis traité. Des signes graves, je suis malheureusement hospitalisé. Et en fonction de l'évolution de mon état de santé, si la grossesse est avancée et qu'on peut extraire l'enfant en lui donnant une chance de survie, l'équipe prend ses responsabilités et alors on fait l'extraction de l'enfant. Oui. Voilà. Pour nos populations, pour nos téléspectateurs, qu'est-ce qu'ils doivent comprendre concernant la femme enceinte dans cette période de Covid? On retient que la femme enceinte a les mêmes facteurs de risque potentiellement que toutes les personnes de la population générale qui sont exposées au risque de transmission de la maladie à Covid. Je suis enceinte, je n'ai pas de maladie particulière, ma grossesse se déroule normalement. A priori, je ne suis pas plus à risque que quelqu'un d'autre qui ne serait pas enceinte. Je suis enceinte, je suis diabétique, je suis asthmatique, je suis hypertendu, j'ai une maladie qui fragilise un petit peu mon état de santé naturel, je suis exposé à faire la forme grave de la maladie si je suis contaminé. Donc c'est comme ça qu'on raisonne. Maintenant, sinon pour le reste du suivi de la grossesse, c'est le suivi normal de la grossesse, avec tous les paramètres de surveillance, notamment le dépistage du diabète dont a parlé votre invité précédent, qui se fait systématiquement sur chaque grossesse quand on est bien suivi et qui permet aussi de classer la dame dans la population à risque de faire la forme grave ou pas. Alors, docteur, on a ici une frange de la population qui est pas fragile en tant que telle, parce que si elle suit régulièrement sa grossesse, il ne devrait pas y avoir de problème. On a tendance à penser qu'en milieu hospitalier, on est plus à risque à choper la Covid-19. Les femmes qui seraient réfractaires à s'y rendre, il ne faut pas. Il ne faut pas. Et puis, est-ce qu'elles doivent faire, par exemple, le test régulièrement pour pouvoir savoir ce qui se passe ou pas? Parce que, bon,
Qui c'est qui a ça, finalement? Bon, je veux dire, le dépistage de la maladie à Covid n'est pas systématique sur une grossesse. Hein, et je reviens au principe que j'ai énoncé tout à l'heure. Donc, on a le cadre du dépistage des personnes. C'est-à-dire, j'ai été exposé. Dans mon entourage, il y a quelqu'un qui a été dépisté positif, on a eu un contact proche, dîner de famille, quand on sait. Mais quand on ne sait pas, si on est symptomatique, on est invité à se faire dépister. Je tousse, je suis enrhumé, j'ai une toux sèche, je perds un petit peu l'odorat, les signes qu'on a décrits et que depuis un an, quasiment chacun d'entre nous connaît, et qui font que même dans les réunions de famille, dès que quelqu'un a un petit éternuement, tout le monde s'éloigne. Bon, voilà, ça, ce sont les signes. Maintenant, après, je me fais dépister parce que j'ai un doute. Si je suis testé positif, je rentre dans un cadre de suivi. Si je suis négatif, je continue à mener ma vie en observant les mêmes mesures de protection, que ce soit à la maison, au travail, dans les transports publics, etc. Donc aujourd'hui, le message à adresser aux femmes, hélas, on a beaucoup de femmes dans le milieu rural à qui il faut vraiment accentuer ou sur qui il faut accentuer la communication, de ne pas être réfractaire à se rendre dans les centres de santé. Non, il ne faut pas être réfractaire. Et maintenant, les études montrent qu'avec l'évolution de la maladie aussi, que la Covid-19 se contracte beaucoup plus dans un cadre familial restreint que voilà, dans les lieux publics. Bien sûr, vous nous faites comprendre aussi que ce n'est pas alarmant. Il faut prendre la chose la plus sereinement possible et puis voilà, faire son test, pourquoi pas. Merci beaucoup à vous. Et surtout respecter les mesures barrières. Les mesures barrières. Cache-nez, lavage des mains, distanciation sociale. 2 mètres. Voilà, chez vous à la maison, au travail, dans les transports, il faudrait respecter ces mesures barrières car la Covid, eh bien, elle est réelle. Elle est réelle et bien présente. Il faut être très, très assidu quant au respect des mesures barrières. Et puis, c'est sûr qu'on s'en sortira avec l'aide de Dieu et des scientifiques. Merci à vous de nous avoir suivis pour ce 4e numéro de la semaine. On se retrouvera demain avec grand plaisir pour terminer cette semaine en beauté. Portez-vous bien. Merci à toi, ma belle. Au revoir.